Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Baron Samedi, mon univers, bon bref, vous connaissez la suite. Alors ça y est, nous y sommes. Nous sommes enfin au dernier épisode de cette série sur le Ragnarok tant annoncé. Nous allons considérer cette théorie comme l'ultime théorie, qui parlera non seulement de la volonté du dit, mais aussi de la création du monde et de sa fin. Du coup, après cela, les théories sur One Piece, ce sera fini. Et pour bien conclure, on pourra dire « Bienvenue dans le monde de Baron Samedi », ou plutôt « Bienvenue dans les 9 mondes ». C'est parti. Qu'est-ce qui se trouve à l'origine du monde? Depuis des millénaires, bien des hommes se sont posé la question. Beaucoup essaient de savoir ce qu'il y avait avant nous, ou bien comment nous avons été créés. Certains scientifiques, ou bien certains croyants, imaginent que nous sommes la création d'un dieu, ou bien une simple anomalie de l'univers qui est née sur Terre. Nous avons dans notre propre histoire une preuve de ces questionnements et de ces diverses théories, de ce que nos ancêtres ont écrit sur de nombreux parchemins à travers les siècles. Au départ, ils avaient commencé avec des dessins sur la pierre, puis, avec le temps, ils avaient commencé à graver à travers différentes écritures, parfois limpides et parfois codées. Mais tous ces témoignages essayaient de comprendre un monde différent, un monde tout à fait mystérieux. Ceci est un long prélude que je vous raconte, mais qui sera important pour comprendre comment le monde de One Piece s'est créé et de comprendre ses origines. De ce que nous avons pu voir dans ce magnifique manga, le monde de One Piece n'était pas comme il l'est actuellement, ou autrement dit, comme il l'est à l'époque de nos aventures. Beaucoup de choses nous laissent songer qu'avant, régnait une certaine unité sur la planète aux millions d'îles. Ceci nous a été confirmé par l'auteur Eiichiro Oda à travers quelques-uns de ses personnages. Nekomamushi et Inuarashi, qui croyaient un nombre infini d'îles et de mondes, et bien entendu le professeur Clover, et les archéologues d'Ohara dont je m'inspire énormément pour mes travaux. Et c'est Clover qui a été le premier à chercher ce qui pouvait se cacher à l'origine du monde. Et comme nous l'avons vu, je crois qu'il était arrivé à cette origine, bien que selon moi, l'histoire qu'il nous a racontée était peut-être erronée. Néanmoins, Ohara et Clover avaient su établir des faits sur le monde qui serviront cette ultime théorie. Il y a peu d'un millénaire existait un royaume, si fort et si grand que son nom résonnait sur toute la planète. Un royaume pacifique, mais au savoir si avancé qu'il en était devenu une menace pour d'autres. La jalousie des rois, souvent mauvaise conseillère, les avait poussés à s'allier contre ce grand royaume pour le détruire et le faire disparaître de l'histoire durant plus de 100 ans. Et depuis 800 années alors, cet ancien royaume a totalement disparu de la mémoire collective. Depuis, beaucoup se sont lancés à sa recherche, sans pour autant le trouver. Du moins, c'est ce que certains voudraient nous faire croire. Néanmoins, depuis peu, un certain Goldie Roger semble avoir approché une vérité, comme son successeur, ou bien son prédécesseur Monkey D. Luffy. Enfin, cette appellation dépend du point de vue selon lequel on se place dans la ligne du temps. Alors où se cache cet ancien royaume? Que signifie-t-il réellement? Et comment le retrouver? Pour cela, il est important de revenir à la genèse du monde, ou plutôt, à la genèse des 9 mondes. Dans beaucoup de mythes de notre monde, il est dit qu'avant la création de ces derniers existait quelque chose nommé chaos ou ténèbres. Dans la Bible, va en premier la lumière. Le peuple scandinave, qui est aujourd'hui réputé, avait aussi une autre hypothèse là-dessus. Une hypothèse née de l'esprit des Vikings. Selon eux, notre source viendrait bien de ce chaos, de ce grand gouffre, mais nous viendrions aussi de 2 mondes primordiaux. Niflheim, le monde de la glace, et Muspelheim, le monde du feu. 2 univers antagonistes, dont pourtant l'union créera la vie. Cette vie se serait répandue à travers un arbre que vous connaissez tous désormais, l'Yggdrasil. L'arbre de vie, mais aussi l'arbre qui soutient les 9 mondes, qui vous évoqueront sans doute quelque chose. Asgard, la terre des dieux, sur laquelle règne Odin, divinité parmi les divinités. Une sorte de paradis qui n'est accessible qu'aux élus. Vanaheim, le royaume qui fut le rival d'Asgard, où règne la magie et le culte de la nature. Alfheim, royaume des elfes lumineux et demeure de Frey, dieu de la fertilité. Midgard, le monde des hommes, notre terre à nous. Jotunheim, le royaume des géants de glace, ennemi des dieux d'Asgard et créateur de chaos. Nidavellir, souvent associé à Svartalfheim, royaume rival de celui des elfes, qui accueille les elfes noirs, ou bien selon la légende, la demeure des nains. Et plus bas, bien plus bas dans l'Yggdrasil, se trouvent les 3 terres du monde souterrain. Muspelheim, le monde de feu et des démons, royaume qui existait bien avant tous les autres. Niflheim, le monde de glace et de l'obscurité même, ainsi que de la brume. Et au-delà des racines de l'Yggdrasil, nous trouvons Helheim, le royaume des morts, qui attendent leur libération pour le Ragnarok, où ils seront guidés par Elle, la reine de ce royaume. 9 mondes dont le destin est lié depuis la nuit des temps, et qui seront chamboulés par ce que les gens appellent l'Apocalypse, ou bien dans notre cas, le Ragnarok. Je vois déjà la question arriver, mais quel est le lien avec le manga One Piece?
Depuis déjà 2 chapitres sur cette théorie, je m'efforce de faire le lien entre la mythologie scandinave et nos aventures. Puisque One Piece devait au départ être un manga sur les Vikings, ne serait-il pas logique que la source même de cette histoire soit similaire à celle des légendes nordiques? Aussi, pourrait-on imaginer que tout comme les Nordiques avaient créé les 9 mondes, celui de One Piece en aurait aussi 9 qui cohabiteraient ensemble? Ce qu'il nous reste maintenant à faire est d'établir une coïncidence entre ce chiffre 9 et le manga One Piece, et surtout de comprendre ce qu'il symbolise. Nous avons vu ce chiffre 9 que peu de fois dans le manga, et ce, dans 3 situations très importantes. Remontons le temps et essayons de comprendre cette nouvelle énigme. Nous avons vu le chiffre 9 récemment avec Oden et ses fourreaux rouges. Le chiffre ici a son importance car il coïncide avec la prophétie de Toki selon laquelle 9 ombres ramèneraient l'aube à Wano. Ombres d'ailleurs qui ne sont pas celles des fourreaux rouges mais en réalité celles de Luffy et de ses 9 compagnons. Et encore plus tôt, nous avions vu le symbole désignant l'étendard d'Oden, un oiseau qui abritait en son antre 9 cercles. Un symbole qui nous en rappellera d'autres qui nous auront été présentés dans l'histoire, tels que le signe des Chandia, celui du drapeau d'Alabasta, ou encore celui de l'armée des Kuja. Et cette coïncidence, qui n'en est pas une, avait déjà été révélée par un théoricien espagnol il y a de cela quelques années. Et c'est ce même théoricien espagnol qui avait réussi à établir un lien avec l'île d'Ohara qui renfermait un secret. C'est là que Clover, homme extrêmement important, va encore jouer un rôle. Car c'est Clover, homme proche de la vérité, qui nous avait fait une grande révélation par le passé, celle du système solaire de l'univers de One Piece, dont le but n'était pas seulement de nous dire que la vie existait ailleurs. Non, cela nous le savions déjà. Ce qui est important, c'est qu'à travers Clover, Oda nous indiquait qu'il existait d'autres mondes au-delà du nôtre. Et si on pouvait se surprendre à théoriser, on pourrait dire qu'il existerait 9 mondes. 9 mondes dans l'immensité de cet espace. Si je vous ai rappelé ces 3 exemples dans cet ordre précis, donc le sens inverse du temps, c'est parce que Eiichiro Oda voulait que l'on réfléchisse de cette façon. One Piece est une œuvre qui se lit de façon normale, mais aussi de façon rétroactive. Remonter le temps est le meilleur moyen de comprendre l'œuvre. Et lorsqu'on le fait, une autre histoire se dévoile. Et là, nous trouvons les messages. Lorsqu'il nous a parlé d'Oden récemment, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Comme je vous l'ai dit par le passé, tous les arcs du manga sont une allégorie de ce qui s'est passé dans l'Ancien Royaume. Chaque petite histoire est une des bribes de ce qui s'est passé il y a 800 années. Et Wano est l'ultime symbole de cet ancien royaume. Toutes les allégories, toutes les correspondances prennent un sens, tels que Oden, Momonosuke et Luffy, qui sont une allégorie de Joy Boy. Par correspondance, Iori devient Im, et Orochi les Tenryubito. Et nous pouvons continuer ainsi, mais cela ne serait qu'une redite de mes précédentes analyses. Ici, nous parlerons des samouraïs. Car après toutes ces allégories sur les personnages importants, peut-on imaginer que les samouraïs représentent aussi quelque chose? Eh bien oui, les samouraïs de Wano sont très particuliers. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont des hommes que Oden a réunis avant de devenir shogun de Wano et donc régner sur les 5 familles. Or si Oden représente Joy Boy dans notre histoire, cela ne veut dire qu'une chose, plus que 9 samouraïs, les fourreaux rouges représentent 9 mondes différents, ou comme il faut le comprendre, 9 peuples différents qui, une fois réunis, ne formeront qu'un, celui de l'ancien royaume. Comprenez-vous pourquoi le signe des 9 revenait si souvent dans tant d'endroits différents? Parce que comme beaucoup l'avaient deviné, l'ancien royaume rassemblait toutes les races différentes. Comme le disait mon confrère Renoa, on peut supposer qu'il existait 9 races dominantes dans le monde de One Piece à l'époque de l'ancien royaume. C'est là que les 9 mondes de l'Yggdrasil redeviennent importants, car l'Yggdrasil ne se contente pas de présenter 9 mondes, il représente aussi possiblement les 9 peuples. Et parmi les peuples les plus identifiables de One Piece, nous en avons bien 9 qui sont les hommes qui peuplent la terre entière, les Minks vivant principalement sur l'île de Zou, les habitants du peuple de la Lune, aussi appelés Lunaria, dont j'imagine que les Bilkans, Skypéens et Chandia sont des descendants, les hommes poissons, condamnés à vivre sous la mer, les nains dont la terre de Dressrosa avait été volée, la tribu des 3 yeux, qui semble avoir de plus en plus d'importance dans l'œuvre, la tribu des longs membres et des longs crânes pourrait jouer ce rôle des 8e races, mais il existe une autre race dont Big Mom parle et que nous n'avons encore pas vue. Peut-être que celle-ci pourrait jouer le rôle de cet avant-dernier peuple pour compléter les 9. Et bien évidemment, il resterait les géants, qui ne sont que les descendants d'une race antique à laquelle appartient un certain empereur, qui a encore un grand rôle à jouer dans cette histoire. Tous ces peuples donc auraient été réunis par Joy Boy sous une même bannière aujourd'hui visible sur certains drapeaux. Mais comme vous le savez si bien, cette union n'aurait pas duré. Pour la simple et bonne raison qu'un ennemi désormais connu de tous aura fini par se laisser corrompre pour détruire ce grand royaume de paix. Et comme vous le voyez désormais, la plupart des peuples que nous avons vus sont soit liés à l'aube et au soleil, ou bien possèdent un poneglyphe lié à une arme antique ou à Joy Boy. Et on peut voir aussi que ces peuples-là sont tous maltraités par les humains. Pour en revenir à Joy Boy, c'est ce même Joy Boy qui aura annoncé son retour. Joy Boy, ou comme nous l'appellerons désormais, Monkey D. Luffy.
qui semblent faire les mêmes alliances que le précédent roi par le passé. Mais où tout ceci nous mène, me demanderez-vous? Eh bien c'est ici que revient ma théorie sur les 5 rois. Comme je l'avais supposé à l'époque, laissons-nous rêver et imaginons que comme dans ma théorie, il y avait 5 rois pour gérer cet ancien royaume. Ce qui d'ailleurs pourrait correspondre aux 5 daimyos de Wano ou bien aux 5 étoiles de Marijoa. Les 5 rois, ou plutôt 4 de ces rois, ont tous étrangement un rôle de poneglyphe, donc un moyen de rassembler ce royaume si jamais il a été amené à disparaître. Nous avions donc un roi Mink, un roi des hommes désigné par le premier Kozuki, une reine des océans, possiblement un roi des géants, et un roi des cieux représenté par un Lunaria. Mais tout ceci n'est qu'une théorie, et puisque nous sommes dans l'histoire des 9 mondes, on pourrait aussi s'imaginer qu'il y avait 9 rois, avec chacun un rôle bien précis. Allez savoir. Tout cela pour conclure qu'Oda a introduit 2 symboles qui aujourd'hui trouvent leur sens. Oden et les fourreaux rouges pour Joy Boy et les 9 peuples, et les drapeaux pour bien symboliser cette union entre les 9 peuples et la venue de l'aube. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est comprendre d'où viennent ces peuples et comment ils ont été amenés à s'unifier. Or pour cela, nous allons devoir imiter Clover et ne pas regarder vers la terre, mais bel et bien plus loin, vers les étoiles. Dans tout le manga One Piece, existe un personnage qui, contrairement aux autres, n'a pas les yeux tournés vers la terre, mais bel et bien vers le ciel, loin loin dans le ciel étoilé. Cet homme autoproclamé Dieu, malgré sa défaite face à un démon, n'a jamais perdu de vue son objectif. Grâce à son arche, il est allé dans l'espace jusqu'à retrouver des traces d'anciennes civilisations, dont une qui porte le nom de Bilka. Cette civilisation était sur la Lune. Ce que cet homme appelé Eneru appelle Fairyverse, certainement à tort. Vous et moi connaissons l'histoire des Bilkans. Ce peuple était en voie d'extinction et voyait la Terre comme le salut tant attendu. Nous savons que ce peuple a réussi car les 3 peuples que nous retrouvons sur la Lune sont les mêmes sur Terre. Néanmoins, est-ce tout ce que l'aventure d'Eneru nous raconte? Eh bien non. Lorsque nous regardons précisément, nous voyons bien des détails beaucoup plus importants. C'est d'ailleurs une des techniques d'Eiichiro Oda. Il nous laisse toujours des indices par-ci par-là, et tout comme à Ohara, il se joue de nous en nous donnant une information importante, et en nous cachant une toute petite qui jouera un rôle beaucoup plus important dans la suite. Comme je l'ai dit avec Ohara, il nous avait trompé avec la grande révélation de l'ancien royaume, tout en nous cachant l'importance des possibles 9 planètes. Ici aussi, il a détourné notre attention avec la grosse information de Bilka, pour qu'on en oublie une autre tout aussi importante, celle qu'Eneru n'était pas seul sur la Lune, mais qu'il n'était pas aussi le seul à voyager. Et non, je vois à quoi vous pensez, et ce n'est pas cela. Je ne veux pas parler des species, mais bel et bien d'autres espèces. Vous souvenez-vous de qui il y avait sur la Lune? Des pirates de l'espace, et des pirates non humains. À la sortie de cette mini-aventure, nous pouvions prendre cela comme une preuve que l'univers était vaste. Ceci pouvait être une information triviale, une simple petite boutade balancée par Oda. Mais depuis, des personnages nous ont été présentés dans le manga. Et parmi eux, nous avons bien des longs membres, mais aussi des minks. Or, ces pirates de l'espace ne vous les rappellent-ils pas? C'est là que l'auteur de One Piece s'est bien joué de nous. Aujourd'hui, avec ces petits détails, la mini-aventure prend un autre sens. Et avec cette théorie sur le Ragnarok et les 9 mondes, on peut comprendre la signification de la présence des minks de l'espace. Alors oui, évidemment, on pourrait penser que ce sont des voyageurs qui auraient quitté la Terre. Mais jamais dans le manga, il n'a été mentionné de voyage dans l'espace. De plus, la procédure d'excavation des minks indique que ces pirates vivent dans l'espace. Donc si ces minks ne viennent pas de la Terre, cela ne veut dire qu'une chose, ils viennent d'ailleurs. En d'autres termes, ces minks viennent d'une autre planète de ce système solaire. Sans doute une de celles que Clover nous avait montrées à Ohara. Nous arrivons donc à une conclusion, il existe une vie ailleurs. Mais est-ce tout ce que cette histoire nous raconte? Je ne le pense pas, car il y a bien un autre détail qui frappe chez ces minks. Ce sont des pirates. Or, les pirates ont une caractéristique bien différente des autres. Les pirates sont des explorateurs, mais aussi des rêveurs. Du coup, lorsque l'on met ces minks en opposition à Eneru et que nous juxtaposons ces personnages à l'histoire de la Bilka lunaire, on voit un léger pattern se former, une histoire se dessiner. Une histoire de voyage et de rêve. Eneru a voyagé dans l'espace et est tombé sur Bilka. Les pirates de l'espace voyagent de planète en planète, tout comme les Bilkans de la Lune ont voyagé vers la Terre. Dans les 3 cas, on voit qu'ils étaient à la recherche de quelque chose. Pour Eneru, c'était la recherche de la Fairyverse, mais aussi de son histoire. Mais pour les 2 autres, ils étaient à la recherche de ressources. Or pourquoi les pirates cherchaient des ressources? Peut-être que parce qu'ils n'en ont plus sur leur planète, comme les Bilkans n'avaient plus rien sur la leur. Comprenez-vous désormais? Comprenez-vous l'origine du monde? Peut-être que bien avant les aventures de notre monde, il en existait d'autres, tous aussi puissants. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux seraient arrivés au maximum de leur évolution. Chacune des planètes dans le système solaire devait avoir des ressources nécessaires à la survie de l'autre. Un possible conflit stellaire et millénaire serait né entre ces races dans l'espace, et à la fin de cette guerre des étoiles, chacun de ces peuples aurait erré dans l'espace jusqu'à ce que enfin une planète leur apparaisse. Une planète bleue magnifique et pleine de ressources. Et chaque peuple de ces étoiles aurait, après la destruction de leur planète, construit une arche rassemblant les leurs,
et seraient partis en direction de la Terre, ne se doutant pas que leur guerre des étoiles trouverait un écho quelques siècles après sur cette même planète. Une autre guerre qu'un élu, animé par une volonté étrange nommée Di, essayerait de mettre fin, à s'unir autour d'une meilleure cause, celle de la paix. À l'origine de l'œuvre de One Piece, nous avions découvert un jeune homme répondant au nom de Monkey D. Luffy et dont l'ambition était de devenir le roi des pirates. Ambition ou plutôt rêve, qui serait le terme le plus adéquat pour désigner ce qui semble être le fil rouge de toute cette série. Le rêve dans le monde de One Piece est ce qui conduit nos héros ainsi que leurs rivaux à se surpasser pour rejoindre l'île de Laugh Tale et donc de devenir les rois des pirates. Les rêves de nos héros seront réalisés à la fin de l'œuvre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans cette histoire. Ici dans cette théorie, ce qui est important c'est d'aller à la source de toute cette histoire. Précédemment, nous avions parlé du chaos, des ténèbres et des débuts de ce monde, du gouffre. Une caractéristique qui appartient à toutes les légendes des civilisations. One Piece ne faisant pas exception à la règle, aussi est-il logique de se demander ce qui était à l'origine de la source de ce monde. Et puisque nous savons maintenant que tout a une origine, pour One Piece, cela ne fera pas exception à la règle. Et là encore, l'origine de la volonté du Di ne débute pas sur Terre, mais bien plus loin, dans l'espace. Qu'est-ce que le rêve? On pourrait le définir ainsi. Le rêve est un objectif à atteindre, un idéal que l'on poursuit sans jamais revenir en arrière, quitte à tout sacrifier pour le réaliser. Dans le monde de One Piece, il y a autant de rêves que de personnages. Bien que les pirates soient en quelque sorte le héros de l'histoire, tous les hommes peuvent être amenés à rêver, pour peu qu'ils soient déterminés. Mais d'où viennent les rêves? Naissent-ils d'une simple volonté? Ou bien ne nous seraient-ils pas transmis? Ne seraient-ils pas suggérés? Dans le manga One Piece, l'auteur semble nous faire croire à la seconde option. En effet, plus que la thématique du rêve, le manga exploite la thématique de l'héritage, de la transmission. Par ailleurs, beaucoup de nos héros ont eu un mentor qui leur ont transmis un rêve et leur volonté. Les chapeaux de paille en sont un parfait exemple. Beaucoup d'entre eux ont hérité du rêve d'un mentor, comme d'autres avant eux et encore d'autres avant eux. Et on pourrait continuer ainsi jusqu'à la nuit des temps, ou plutôt la période que l'on pourrait appeler celle d'avant le siècle oublié. Ainsi donc, on en arrive à théoriser qu'avant toute cette multitude de rêves, en existait un seul, celui que j'ai toujours appelé rêve originel. Et ce rêve originel serait né dans l'espace, dans une civilisation bien connue. Or si vous connaissez mon travail, vous avez sans doute deviné quel était ce rêve originel. Il s'agit bien de la Fairyverse. C'est ici que toute l'histoire des 9 mondes va prendre un sens totalement différent. Nous avions évoqué lors du chapitre précédent l'idée d'une possible guerre de ressources entre plusieurs peuples dans l'espace, ce qui ne serait pas éloigné de la vérité, car Bilka arrivait elle-même à sa fin. On peut donc supposer que pour d'autres planètes c'était la même chose. Les raisons qui expliquent cela sont simples. Comme dans le monde réel, lorsqu'une civilisation est trop avancée technologiquement, elle finit par devenir une nuisance pour sa propre prospérité. Si on pouvait l'expliquer autrement, Bilka était une société qui avançait encore et encore, sans jamais regarder en arrière. Et ceci est d'ailleurs la caractéristique même de ceux qui ont un rêve. Notez bien ce détail, il sera important pour la suite. Mais revenons à l'histoire. Alors que leur planète mourait, les habitants de Bilka ont jeté leur dévolu sur la Terre comme d'autres races avant eux. Ainsi serait né un nouveau rêve, celui de la Fairyverse. Car oui, encore une fois, la Fairyverse n'est pas sur la Lune. La Fairyverse était la Terre d'avant le siècle oublié, ou bien l'objectif à atteindre avant le siècle oublié. Et c'est dans ce but que les habitants de la Lune sont venus, sans se rendre compte que leur arrivée allait finir par créer un cataclysme sans précédent. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que l'histoire se répète dans One Piece. Ceci est une volonté de l'auteur pour nous faire comprendre que les erreurs du passé sont inlassablement refaites, puisque Oda aime jouer avec les symboles. Maintenant que nous savons qu'il y avait 9 mondes et 9 peuples dans le système solaire, alors nous avons désormais une partie de la vérité. Nous savons que Joy Boy a tenté d'unir les 9, comme Oden avant lui. Cela indique qu'avant Joy Boy, il existait une désunité. Avant lui, il y avait la guerre. Et cette guerre aurait commencé dès l'espace entre les 9 royaumes, avant que le peuple de la Lune ne vienne sur Terre. Et le peuple de la Lune, en venant, a totalement changé les choses, sans doute grâce à sa conquête et sa technologie. Ce qui nous fait dire cela, eh bien le rapport à la Lune, qui unit tous les peuples importants du manga, et le fait que Wano, comme les Shandia, partagent ce même rapport, comme on le voit sur leur symbole, et comme je l'ai démontré, avec l'œil gauche manquant de l'île de Jaya. Si l'on suit ma vision, il paraît presque évident maintenant qu'il existait bien un rêve originel qui en inspirait les autres. Ce rêve serait la Fairyverse. Mais le rêve n'étant pas suffisant, il pousse souvent à toujours aller plus loin. Plus que trouver la verse, il fallait unir les peuples et donner à chacun de quoi subsister et rêver de mieux, encore et encore, jusqu'à provoquer la méfiance des forces néfastes dans l'ombre et la destruction de ce nouveau royaume.
Finalement, qu'est-ce que la volonté du dit? Beaucoup d'entre nous se demandaient ce que le dit signifiait, au niveau littéral pur, sans se concentrer sur le symbole qu'il représente. Le dit, avant même de signifier la destinée, la demi-lune ou bien les esclaves, est avant tout un état d'esprit que beaucoup de personnages peuvent avoir. Certes, le dit est un caractère unique, mais il peut être transmis à bien des hommes qui ne sont pas forcément des dits. Roger a su transmettre sa volonté à Barbe Blanche, qui lui-même a su la transmettre à Luffy. Et c'est grâce à Roger que sera lancé l'âge d'or des pirates. Donc comme pour les rêves des différents personnages, il faut penser que cette pluralité de volontés vient bien d'une volonté originelle. Tout comme la multitude de rêves découle elle aussi d'un rêve originel. Il y aurait donc une volonté qui aurait inspiré toutes les autres. Avant la création de cet ancien royaume, de ce que nous avons vu de cette époque, seuls quelques personnages avaient de grandes ambitions, et ces derniers étaient assez peu. Lorsque l'on parle de l'ancien royaume, ce ne sont que leurs noms qui arrivent, et vous les connaissez tous. Joy Boy, le possible roi de cet ancien royaume, dont le rêve était possiblement une unification des peuples. Il y a aussi le Kunihiki, ou bien ce que l'on pourrait appeler le Oz, qui a essayé de réunir les continents à l'aide d'une corde. Ace fera beaucoup allusion à lui, et nous proposera l'idée que les géants seraient ses descendants. Vient alors le nom de Poséidon, dont le rêve était de vivre à la surface du globe. Et en dernier existe le gouvernement et Im, qui s'est sans doute opposé à tous ces projets. Ce sont les 4 personnages de cet ancien royaume. Ces 4 situations sont intéressantes, n'est-ce pas? Et vous me demanderez pourquoi? Eh bien mes amis, n'avons-nous pas là la situation du rêve originel de la Fairyverse et de l'unité opposée à celle de l'ordre universel qui fera le monde d'aujourd'hui? Là nous pouvons voir que nous touchons bien au but. Nous pouvons comprendre ce qu'est la volonté du dit, car il y a bien quelque chose qui a subsisté de cette guerre, quelque chose de plus immatériel que des poneglyphes. Et non, ce n'est pas de l'or, et non, ce n'est pas de la verse. En réalité, ce qui a subsisté, c'est une pensée, quelque chose que tous les hommes sont capables de faire. Non pas de partir à l'aventure ou bien de prendre la mer. Non, ce n'est pas ça. Mais vous avez déjà la réponse. Regardez le tout début de One Piece. Qu'est-ce qui a toujours motivé les hommes? Quel est le lien qui a uni Luffy à Koby, ou bien à Zoro, ou bien à tout son équipage? Pourquoi Iluluk a-t-il souri au moment de sa mort? Et pourquoi Jin a souri lorsqu'il s'est relancé vers Grand Line, malgré une mort certaine? Qu'est-ce qui unit tous ces personnages sans rien en commun? Eh bien ces derniers avaient tout simplement un rêve, une volonté de rêver, ce que l'on pourrait nommer une volonté du dit, une volonté du dream. Du dream originel de la Fairyverse à celui de devenir le roi des pirates, le dream a toujours motivé les hommes. Pourquoi est-ce que la volonté du dream est aussi importante et si crainte par le gouvernement mondial? Pour que nous comprenions cela, nous allons devoir nous replonger dans ce que j'appellerais la guerre civile de l'ancien royaume.